c'est ce côté dissimulation et camouflage qui est vraiment une modalité de la mise en pratique de la politisation des Swahili au Burundi. Donc ça transite par les femmes beaucoup, parce qu'elles sont moins soupçonnées et moins soupçonnables aussi peut-être, à mon avis à tort, mais, puisque comme dans plein de conflits, on utilise souvent les femmes puisqu'elles sont supposées être beaucoup plus, enfin pas lancées dans le conflit. Je pense qu'il faut revoir notre position là-dessus aussi. Alors maintenant vient, toujours, je reste sur Saluma Salima Changa parce qu'il me permet de parler de plein de choses et de plein de militantisme. On le retrouve encore dans les coopératives, les fameuses coopératives Rwagasore. Donc ces coopératives, vous en avez tous entendu parler, il y en a deux, il y a la CCRU, coopérative des commerçants du Rwanda-Urundi, et la CCB, coopérative des commerçants du Burundi. La première, elle naît en 1955, et elle naît essentiellement avec quelques commerçants swahili et quelques personnages, justement par exemple Yann Tumuka, Barnabé, etc., qui ont créé tous ensemble une association qui s'appelle l'association Rusizi. En fait, c'est des gens qui habitent dans Limbo, au nord de Bujumbura, qui ont eu des soucis, soit d'expoliation de terre, soit d'expoliation de bétail aussi, et qui donc sont assez mécontents en général contre les autorités coloniales. Et donc là, il y a une espèce de cohésion qui se fait entre ces gens. Alors, le fameux Ndumuka Barnabé, qu'on trouve sur, voilà, là, qui signe en tant que président de l'UNA, qui est en fait, pour vous le situer au temps présent, Ndumuka Barnabé, c'est un ancien, il a été sous-chef dans les années 30-40, et puis c'était un peu un rebelle. Alors il faisait pas tout ce que demandaient les autorités coloniales, et comme je vous disais tout à l'heure, hein, quand un sous-chef n'obéit pas, et ben, il est mis de côté. Donc Ndumuka Barnabé, après avoir été sous-chef, a eu énormément de problèmes avec les administrateurs coloniaux. Il a été... mais on parlera un petit peu plus. Là, je suis dans une période un petit peu antérieure à quand il est président général de l'UNARU. Ndumuka Barnabé, il a été, donc après avoir été sous-chef, puis démis de ses fonctions par les autorités coloniales parce qu'il... C'était un réfractaire à l'autorité, je pense en général, et à l'autorité coloniale particulièrement. Donc il a été mis de côté et il n'a cessé d'avoir des ennuis avec l'administration coloniale, et notamment Ndumuka Barnabé, qui est entre autres le père de Innocent Muhoozi, que vous connaissez sans doute tous, a été ce que les administrateurs coloniaux appelaient le pétitionnaire professionnel devant l'ONU. Il y avait très peu de moyens, enfin, dans le statut de la tutelle, c'est-à-dire ce qui disait l'accord, le contrat passé entre la Belgique et l'Organisation des Nations Unies pour confier l'administration du Rwanda-Urundi à la Belgique, il y avait cette idée que la Belgique devait conduire le Rwanda-Urundi vers l'indépendance et vers la maîtrise de sa politique et de son administration. C'est sous-jacent. Beaucoup plus clairement d'ailleurs que par exemple pour une colonie, où en gros une colonie, on peut très bien dire bah, on ne leur donne jamais d'indépendance. Alors que là, dans la tutelle, il y a quand même ça. Mais pour donner voix aux aspirations de ceux qu'on appelle les indigènes, hein, y compris dans l'accord de tutelle, il y a quelques droits qui sont accordés aux indigènes, et notamment un des principaux droits qui leur sont accordés, c'est le droit de pétition auprès du Conseil de tutelle des Nations Unies. Ce droit de pétition, donc, il existe à partir de l'accord de tutelle qui date de 1946. Il y a aussi des missions de visite tous les 3 ans de l'ONU. Et donc, très souvent, c'est à l'occasion de ces missions de visite de l'ONU que les onusiens, enfin les représentants de l'ONU, se voient remettre plein de pétitions. Et Ndumuka, c'est le premier qui remet les premières pétitions. Lui, les premières pétitions qu'il remet, c'est dès la mission de visite de 54. Donc, c'est très tôt. Et là, c'est pour se plaindre parce que son bétail a été spolié, parce que ses terres lui auraient été enlevées. Il faut dire, il n'a pas de chance, Ndumuka, il est régulièrement mis en prison, et il est régulièrement aussi, une des punitions très courantes à l'époque, c'est ce qu'on appelle la relégation. C'est-à-dire, on vous envoie loin de chez vous. Vous êtes de Limbo, ben on va vous envoyer à Ruyigi pendant 6 mois, 1 an, loin des vôtres, quoi.
Donc Tunguka, il n'a pas un rapport facile avec les autorités coloniales et dès 1954. Et c'est vraiment le pétitionnaire professionnel. Donc pourquoi je parle de lui? Parce qu'en fait, il est à l'origine, avec ces gens, ces Swahili de l'association Rusizi, c'est eux qui vont faire naître cette première coopérative des commerçants du Rwanda-Urundi en 1955. Donc avant que Rwagasore ne rentre de Belgique. Rwagasore est toujours aux études en Belgique. Mais quand Rwagasore rentre des études en Belgique, en fait, Rwagasore a fait des tas d'études qui ne l'intéressaient pas. Lui, il était intéressé par l'économie. Et dès qu'il rentre, il se met en contact avec les gens justement de l'association Rusizi, etc. Et non seulement il crée sa propre... pardon. Non seulement il crée sa propre coopérative, donc la CCB, mais en plus il prend le contrôle de la CCRU, donc celle créée en 1955 par Ntunguka et les Swahili. Ce qui est intéressant, donc toujours pour revenir à Salou Massani Machangwa, c'est qu'il est l'un des tout premiers à participer donc aux coopératives Rwagasore. Il en est un des gros donateurs financiers, puisqu'il il donne pas mal d'argent. Il fait partie du comité directeur de la coopérative des commerçants du Burundi. Il prête il a une entreprise aussi, il fait l'imprimerie, mais il a aussi une entreprise de transport, donc il a quelques camions qui servent là aussi à transporter les marchandises de la coopérative et qui serviront plus tard à transporter les manifestants des manifestations pro-indépendance. Donc il est là. Mais ce qui est encore plus intéressant à voir, c'est que l'inscription de Machangwa, donc toujours, zut, je suis allée trop loin, donc de Machangwa dans cette... j'ai perdu ma ligne. Dans le comité, ça coïncide exactement avec le moment où Rwagasore va commencer à entretenir des relations avec Nyerere, Julius Nyerere, qui est donc le président... le secrétaire général du Tanganyika African National Union, le parti indépendantiste du Tanganyika, et qui va être mis en relation, alors là on sait par des bulletins de la sûreté justement, qui va être mis en relation pour la toute première fois avec Julius Nyerere, Rwagasore, et les Ntunguka, et les Machangwa, et les Bichuka, tous ces Swahili un peu importants, à partir de la fin 57 et surtout début 58. En fait, Julius Nyerere va aux conférences panafricaines d'Accra. Vous avez entendu parler de ces grandes conférences, il y en a une en mars 58, il y en a une autre en décembre 58, c'est les conférences organisées par Nkrumah, où il invite tout le monde, soit déjà indépendants, mais il n'y en a pas beaucoup des pays indépendants en 58, soit ceux qui sont sur le chemin de l'indépendance. Et Julius Nyerere, quand il parle de Tanganyika, par quel miracle, j'en sais rien, il est obligé de passer par Bujumbura pour aller prendre l'avion pour aller à Accra. Donc c'est à l'occasion de ces passages, en mars 58, quand il va à Accra, quand il revient à Accra, qu'il rencontre à chaque fois Rwagasore, et aussi en décembre, puisqu'il y a une nouvelle conférence d'Accra, là aussi encore, il renouvelle ses rencontres avec Rwagasore. Et à chaque fois, ça se fait autour d'un petit groupe, où il y a notamment Machangwa, qui est en fait le leader de la cellule Tanu d'Usumbura. C'est-à-dire que la Tanu du Tanganyika a ouvert des cellules, et notamment la cellule d'Usumbura, dans laquelle Machangwa est le secrétaire général de cette cellule, et donc il fait une espèce de lien Machangwa. Donc là on voit bien les réseaux qui se créent, c'est circulaire, hein, comme Nyerere rencontre Rwagasore grâce à Machangwa, etc. Donc là il y a une espèce de cohésion qui se fait entre des milieux qui a priori n'étaient pas censés forcément se rencontrer. Le fils d'un Mwami qui se balade sans arrêt avec des Swahili au Buyenzi, ça ne fait pas forcément bon effet à son époque. Mais bon, il faut dire que son père était déjà aussi très proche des Swahili. Mwambutsa, il avait beaucoup de proches Swahili. On dit même qu'il s'était fait circoncire, hein, avec ses amis de Kitega. Donc Machangwa, il est important pour moi parce que c'est lui qui fait ces connexions.
avec Julius Nyerere. Et Nyerere, il est important pour le mouvement des Swahili et l'indépendantisme, parce que les coopératives en Tanzanie, c'est un des fondements de l'indépendantisme au Tanganyika, c'est-à-dire qu'ils ont des coopératives extrêmement fortes, mais vous savez, les Britanniques, c'est comme à l'heure actuelle, il y a un mouvement social et ouvrier beaucoup plus fort que ça ne l'est en France ou en Belgique, etc. Et donc, les Africains colonisés par les Britanniques, ils ont beaucoup aussi eu tendance à développer des coopératives, des syndicats ouvriers, etc. Donc il y a quand même un mouvement qui est beaucoup plus élaboré. Et en fait, Rwagasore, mais aussi Machangwa, mais aussi tous les Swahili qui font partie des coopératives Rwagasore, prennent, non pas modèle, mais prennent en fait conseil auprès de Nyerere et des coopérateurs du Tanganyika, justement pour voir comment ça fonctionne, etc. Bon, sauf qu'on n'est pas dans les mêmes conditions. Les Britanniques sont beaucoup plus libéraux au Tanganyika, je veux dire politiquement, que les Belges ne le sont au Burundi, malheureusement. Donc il y a cette histoire des coopératives qui est importante, et où aussi on retrouve encore Machangwa. Donc cette représentation des Tanu à Bujumbura par Machangwa était officiellement reconnue par les Belges ou Elle n'était pas officiellement reconnue par les Belges, c'était clandestin, mais on savait qu'il était le meneur de... Enfin, les bulletins de la sûreté le décrivent et le définissent comme le secrétaire général de la cellule Tanu d'Usumbura. C'est-à-dire qu'ils sont au courant, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose. C'est informel, les réunions, ça se fait comme quand on va boire un thé après la prière. Donc à moins de faire une perquisition à ce moment-là pour vraiment trouver les gens en train d'échanger politiquement, c'est assez facile de se camoufler. En tout. Surtout quand même le milieu de Buyenzi, il est comme maintenant, hein, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de gens étrangers qui pénètrent pour regarder si tu n'es pas vraiment du quartier, tu es tout de suite repéré. Hein, donc la sûreté, elle n'avait pas beaucoup d'accès à tous ces... Alors, on est en 1950. Alors, la cellule Tanu, elle est créée en 55. Ça, la sûreté commence à nous le signaler dès le 55. Oui, je vous mélange un petit peu les périodes, mais tout ça, on est à 56, 57, 58. En tout cas, c'est pour montrer que ce Machangwa a vraiment une activité ultra importante, mais toujours en connexion avec les Swahili du Burundi. En fait, quasiment, moi je le considérerais presque comme un Burundais d'adoption, hein, ce Machangwa, parce qu'en fait, il a fait toute sa vie et toute sa carrière d'entrepreneur ici. D'ailleurs, il se considérait comme tel. D'ailleurs, il se considérait comme tel. En fait, il est arrivé bébé au Burundi, enfin voilà, il est né ailleurs, mais il a grandi et fait sa vie au Burundi. Donc c'est là où arrive en fait la naissance de Lunaru. Alors, arrivons à Lunaru. Je vous ai dit tout à l'heure que en fait les associations étaient interdites quand elles avaient un but politique. Cette modalité légale des associations, elle change en mars 59. C'est-à-dire à partir de mars 59, il y a un décret qui est publié par les autorités belges et qui autorise les associations à caractère politique pour la première fois. Alors, il va falloir un petit peu de temps, mais déjà, vous avez eu tout un collectif qui s'est créé autour des coopératives. Les coopératives qui ont été très malmenées par les autorités coloniales belges. Je vous en dis un tout petit mot parce que ça aussi, ça a servi à encore plus solidifier et renforcer la cohésion entre les Swahili et les Burundais au sein de Lunaru. C'est-à-dire que les coopératives... bon, vous connaissez le principe des coopératives, chacun donne un petit peu d'argent, et puis après, en fait, ça doit servir au collectif, et puis normalement, chacun, après, est remboursé par les bénéfices obtenus par la coopérative de son premier versement, et ainsi de suite, on continue comme ça, c'est un peu un système de tontine, en fait. Alors, le problème, c'est que les coopératives, ça fonctionnait bien, hein, on a vraiment des preuves que ça fonctionne bien, sauf qu'au bout d'un moment, il n'y a plus assez de liquidité, de trésor. Donc en fait, il faudrait pratiquement, pour faire perpétuer les activités, un prêt, de l'argent liquide en monnaie sonnante et trébuchante. Et c'est à partir de là que commencent les ennuis des coopératives Rwagasore. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ces liquidités pour faire tourner la boutique, si j'ose dire. Et en plus, c'est pas si j'ose dire, c'est des vraies boutiques. Il faut vraiment voir des magasins où on peut aller acheter des choses.
Et là, Rwagasore, mais aussi ses amis swahili, commencent à s'agiter de tous les côtés pour avoir les quelques millions de francs de l'époque, hein, c'est pas des millions de francs maintenant, hein, des millions de francs pour juste renflouer et pour que la coopérative puisse faire une année de plus et grâce à la vente du café, repartir en fait sur des bonnes bases. Ils obtiennent un crédit du Conseil supérieur du pays, qui est à l'époque l'assemblée représentative des Burundais, enfin pas tellement représentative, mais soi-disant représentative. Mais là, tout est cassé à chaque fois par les administrations coloniales qui interdisent au Conseil supérieur du pays de prêter de l'argent, qui vont, Rwagasore vient en Belgique avec des amis ici, il y a notamment Pima Sumbuko, dont vous avez peut-être tous entendu parler, qui est ici aussi, qui faisait des études. Ils vont voir des gens du marché, à l'époque on dit le marché commun pour l'Union européenne, qui vont voir des gens du marché commun, ils vont voir des Allemands pour essayer de gagner de l'argent, enfin de trouver ce prêt d'argent, et à chaque fois les autorités belges contactent derrière eux des gens du marché commun, les entrepreneurs qui veulent bien donner de l'argent, en disant attention c'est des voleurs et des menteurs, vous n'aurez plus votre argent. Donc en fait tout le monde se retire et c'est une catastrophe pour les coopératives. En fin 58, la CCRU, donc la toute première où il y avait donc Ndunguka, tous ces gens de l'association Rusizi, elle est récupérée, elle repasse sous le contrôle colonial, ce qui était justement l'inverse de ce que souhaitaient en fait les coopérateurs. Ils ne voulaient surtout pas du contrôle colonial. Et l'autre coopérative, la coopérative des commerçants du Burundi, dans laquelle Machangwa fait partie du comité directeur, elle se casse la figure et elle meurt quasiment à la fin 58. Donc en fait, quand on est début 59 et qu'arrive cette autorisation de créer des partis politiques à partir de mars 59, on est dans une situation où vous avez des Burundais, qui soient Swahili ou pas Swahili d'ailleurs, qui ont créé des choses ensemble, qui se sont vus mettre des bâtons dans les roues sans arrêt par les autorités coloniales, alors que le projet était quand même assez beau et pas particulièrement... enfin, bon, si, il était contre les intérêts des Belges, mais je veux dire pas particulièrement, ça, on ne réclamait pas l'indépendance dans les coopératives, pas encore. Mais donc il y a quand même une ambiance générale qui est à la frustration, au mécontentement contre les Belges, et tout ça va permettre aussi de mettre de mettre en musique les réclamations politiques qui vont derrière. C'est-à-dire, on nous empêche d'avoir des initiatives africaines alors qu'elles sont intelligentes, qu'elles fonctionnent bien. Donc maintenant qu'on a le droit de créer des partis, ben on va en créer un et ça va être pour demander l'indépendance. Et alors, Lunaru est le tout premier parti politique à déposer ses statuts auprès de l'administration coloniale et à être agréé donc en juillet 59. Ils déposent en juin, ils sont agréés en juillet, j'ai oublié. Donc voilà, 3 mois après, c'est vraiment les plus rapides. Au même moment, en réalité, l'UPRONA n'existe pas. Pas encore. On sait qu'il y a des réunions, notamment autour d'une question, je parle pour la naissance de l'UPRONA, autour de la question, si vous avez entendu parler, de la vente du palais royal de Muramvya, qui est une vente d'une des maisons, d'une des résidences du Mwami Mwambutsa, qu'il a décidé de vendre. Et en fait, les Bashingantahe de Muramvya, mais aussi les autorités coutumières, dont notamment Léopold Bibougani, résistent à cette vente, estimant que ça fait partie du domaine national du Burundi, cette maison. Et donc là, autour de ça, il y a une grosse manifestation d'intention, justement d'intention nationaliste, mais là qui sont, si j'ose dire, plutôt des Burundais des collines, c'est-à-dire on sait qu'il y a une réunion de tous ces gens-là, des Bashingantahe, on parle même, c'est Gihugu Damazi qui a écrit un livre en Kirundi sur la vie de Rwagasore, qui parle de cette toute première réunion des Bashingantahe et des autorités coutumières de Muramvya, et qui dit que là naît la première idée d'une association nationaliste UPRONA. En réalité, tout ça, il faut voir que les choses ne sont pas discontinues, c'est-à-dire que vous n'avez pas un bloc à Muramvya qui est là et un bloc séparé à Usumbura ou à Rumonge qui est là. En réalité, vous voyez comment ça fonctionne, le Burundi c'est minuscule comme pays, les mobilités sont importantes, donc en fait les discours diffusés à Muramvya, ils le sont aussi à Usumbura, et ce qui est en train d'être en gestation à Usumbura, ça remonte aussi à Muramvya. Donc tout ça, il faut vraiment voir des choses mêlées. Donc Lunaru, elle naît essentiellement, enfin selon moi, elle naît essentiellement de la défaite des coopératives. C'est-à-dire que face à ce cataclysme, parce que c'est vraiment,
il y avait, par exemple, dans la coopérative des commerçants du Burundi, il y avait 1050 coopérateurs, ce qui n'est pas rien, hein, 1050 coopérateurs, ça veut dire à chaque fois 1000 commerçants. Enfin, c'est beaucoup par rapport à 50 000 Swahili, c'est la plupart du temps des Swahili, hein, les commerçants. Donc c'est une force assez importante. Elle naît aussi, donc il y a cette histoire des coopératives, mais aussi d'un autre événement dont je veux vous parler un tout petit peu, qui date de l'année précédente. Donc au moment aussi où les coopératives commencent à avoir leurs difficultés, c'est les événements de Rumongue Nyanza-Lac. Et tout à l'heure, je vous parlais justement du fait que la marginalisation ne touchait pas que les Swahili, mais aussi les protestants. Et on va voir justement dans les événements de Rumongue Nyanza-Lac une collusion se faire entre les protestants et les Swahili contre les colonisateurs. En fait, il s'agit d'une taxe de pêche que les colonisateurs veulent rajouter, encore une. Alors, vous ne pouvez pas savoir comme la colonisation est aussi une machine à créer des impôts. La colonisation, c'est que ça, hein, c'est des impôts, des impôts, des impôts. Et le bon sous-chef ou le bon chef, c'est celui qui fait rentrer le mieux les impôts. C'est comme ça qu'on juge d'un bon chef ou d'un bon sous-chef. Et en fait, cette taxe de 40 francs, alors il ne faut pas du tout voir 40 francs de maintenant, hein, mais à l'époque, pour vous donner un ordre d'idée, un paysan, en gros, il paye, ça dépend des régions, on ne paye pas le même impôt selon les régions, mais en gros, en moyenne, un paysan paye 200 francs d'impôts par an. Donc 40 francs d'une taxe supplémentaire, c'est pas rien. C'est quasiment un quart de son impôt en plus. Donc on augmente son impôt. Cette taxe, là ça recommence à me faire la mosquée. Cette taxe, elle est refusée immédiatement par les pêcheurs, qui font un mouvement de contestation, qui emprisonnent, qui séquestrent l'administrateur. Enfin bon, il y a d'abord les pêcheurs qui résistent et qui disent non, on ne paye pas la taxe. Il y en a 4 qui sont emprisonnés. On sait que c'est des Swahili de Rumongue qui sont des pêcheurs. On les enferme. Là, tous les copains pêcheurs, les collègues pêcheurs disent non, non, on n'est pas d'accord, nous non plus on ne payera pas la taxe et vous nous les libérez. Ils encerclent le bureau d'administrateur colonial qui s'appelle Rekmans. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, mais le papa de ce Rekmans avait été vice-gouverneur, lui aussi général du Rwanda-Urundi avant. Donc ce Rekmans, le fils, est administrateur de Bururi à l'époque, et donc de Rumongue. Il est séquestré pendant plusieurs heures dans ces événements par les pêcheurs, mais les pêcheurs avec qui viennent se coaliser des protestants de la montagne au-dessus. Et alors c'est ça qui étonne énormément les agents de la sûreté et des gouvernements, pas seulement qui les étonne, mais qui les inquiète énormément, c'est justement la collusion entre, si j'ose dire, des gens de la plaine et des gens des montagnes, des swahilophones et des kirundophones, des musulmans et des protestants, c'est-à-dire tout ce que déteste la colonisation belge, les musulmans, les protestants, alors que la colonisation est catholique, tout ce dont a peur la colonisation belge se produit là, dans les événements de Rumongue Nyanza-Lac. En fait, qui ont duré près de 2 mois. Pendant près de 2 mois, il y a eu une agitation dans cette région avec des fuites. Hein, les gens parce qu'il y a eu la répression. Vous pensez, on ne séquestre pas un administrateur colonial pendant 8 heures dans son bureau sans qu'on vous envoie l'armée juste après. Hein. Donc il y a eu énormément de mouvements de population. Et ça aussi, donc je vous parlais de Usumbura où il y avait cette connexion coopérative, etc. Sur Rumongue Nyanza-Lac, ça s'est fait essentiellement autour de ces événements. Et en fait, tout ça, ça a servi à petit, en fait, ça fait une coalition des frustrations et des mécontentements. Et puis on met des mécontentements ensemble, et puis en fait, tout le monde s'y retrouve. Les protestants, ils sont mécontents des mêmes choses que les Swahili, c'est-à-dire ils n'ont pas accès aux écoles, ils n'ont pas accès aux postes politiques, ils n'ont pas accès aux facilités sociales que de temps en temps offre la colonisation. Donc en fait, ils sont sur la même longueur d'onde, et ils sont mécontents tous des impôts qu'on leur demande à tort et à travers. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde les comités locaux de Lunaru, les comités locaux de Lunaru qui sont par exemple à Makamba, ou qui sont, il y en a un à Kayogoro,
Kayogoro au lieu de la militance protestante anticoloniale. C'est vraiment Kayogoro, vous avez là des pasteurs qui sont super militants, et dans les comités locaux qui sont dans cette région-là, donc Bururi, Kayogoro, Makamba, vous avez des musulmans et des protestants essentiellement, et qui font vraiment suite, et si vous regardez les noms, c'est les mêmes que ceux qui se sont fait arrêter en 58 dans les événements de Rumongue Nyanzala. Donc il faut vraiment rapprocher aussi l'histoire de Lunaru à cette histoire des événements de Rumongue Nyanzala qui ont traumatisé les Belges, parce que c'était vraiment impressionnant. Alors, donc je continue avec Lunaru qui donc se crée en 59. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de la dispute où on ne sait même pas si c'est une dispute ou si ça s'est fait tout seul entre l'Uprona et Lunaru. Ce qui est certain, c'est qu'en gros au début, si j'ose dire, Lunaru et Uprona c'est le même combat. Enfin, c'est-à-dire en gros on veut l'indépendance, on est des nationalistes, on aime le Mwami, on est monarchiste. La seule différence étant que Lunaru, on reconnaît d'ailleurs son nom, Tanu, Unaru, c'est la même formation que African National Union, que le Tanganyika, Union nationale africaine du Rwanda-Urundi. Je pense que ça a été une erreur commise par les gens de Lunaru, permettez-moi, de s'appeler comme ça. Parce que le fait d'abord de dire Union nationale africaine du Rwanda-Urundi, ça les a expatriés du Burundi. C'était un peu comme s'ils étaient de partout et de nulle part, c'est-à-dire ils sont du Rwanda-Urundi, alors qu'en réalité il n'y a pas eu d'Unaru au Rwanda. On sait qu'il n'y a pratiquement pas eu d'Unaru au Rwanda, il y a peut-être eu un type qui de temps en temps a fait la balade, mais il n'y avait pas de section. Donc ça je pense que ça a été la première erreur. Je pense aussi que c'est pas par hasard quand même que les nationalistes aussi rwandais aient choisi le mot aussi Unar. Non, je ne pense pas que ça ait un rapport. Non. Parce que tu n'as pas Union nationale africaine du Rwanda, c'est l'Union nationale du Rwanda. Là ce qui sonne, c'est africain. Et donc ça va donner une espèce d'alibi aux Belges. Quand je dis les c'est pour ne pas dire l'administration coloniale belge, je ne mets pas tous les Belges dans le sac des colonisateurs, ça va donner un alibi aux Belges pour dire, regardez, d'abord c'est pas un vrai parti nationaliste burundais puisqu'il se proclame du Rwanda-Urundi, et ensuite il se proclame africain. Donc vous voyez, on a raison, c'est des étrangers, c'est pas des Burundais, sinon il se serait appelé l'Union nationale des Burundais de, je sais pas, du Souboura, enfin un autre nom. Donc ça leur donne un premier prétexte en fait. Ça leur donne aussi un prétexte pour dire, regardez, ils prennent modèle sur le Tanganyika, donc c'est un parti étranger, ou du moins c'est un parti qui a des relations avec les étrangers. Or, les étrangers, à l'époque, c'est là où le mélange joue drôlement chez les Belges, c'est que les étrangers, à l'époque, c'est bien entendu les gens du Tanganyika, effectivement, ce sont des étrangers au sens où ils ne font pas partie du Rwanda-Urundi ni du Congo belge, mais c'est aussi des étrangers parce qu'ils parlent anglais ou kiswahili, déjà à l'époque. Et aussi, c'est des contacts avec l'étranger. À l'époque, les Belges mélangent un petit peu tout, mais de facto, il y a aussi des relations avec toutes les cellules du MNC Lumumba qui sont mises en place aussi à Bujumbura au même moment, et dont je ne vous ai pas beaucoup parlé pour l'instant, mais on sait qu'il y a quand même des contacts, même si quand même le milieu congolais pas connecté pareil du tout que le milieu swahili, c'est pas les mêmes conjonctions, puis en plus il y a même des disputes à Bouiza notamment entre les Congolais de telle région, notamment les Kassaïens et les... c'est quoi la grande lutte là à l'époque? C'est les Luba contre les Kassaïens, c'est une lutte qui se passe à Bujumbura aussi, où ils bataillent les uns contre les autres, les Congolais. Mais en tout cas, pour les Belges, les étrangers, c'est donc Nyerere, qui n'est pas trop traité de communisme, enfin quand même, qui est quand même un indépendantiste qui a donné du mal aux Britanniques. Et puis c'est Lumumba. Et la grande peur, c'est Lumumba, et c'est le communisme. On est en pleine guerre froide à l'époque. Donc la grande hantise, c'est toute cette idée-là. C'est justement, les coopératives, ça sentait un peu le communisme quand même. Se mettre ensemble, partager l'outil de travail, etc., c'est communiste. Donc Nyerere, il doit un petit peu frôler le marxisme, en tout cas dans la tête des Belges. Quant à Lumumba, c'est le diable communiste en personne. Donc à partir du moment où vous avez des cellules de partis comme Lunaru, où on arrive à savoir que de temps en temps Machangwa, je vous reparle de Hassan Machangwa, va voir des gens de la cellule MNC,
Là, les agents de la sûreté belge sont très inquiets quand même de toutes ces relations et ils ont très peur de l'invasion communiste. Et dans le contexte de la guerre froide qu'on a du mal à imaginer à notre époque, mais bon, je ne sais pas quel âge vous avez tous, mais moi, étant né juste avant la fin de la guerre froide, moi je me souviens dans mes études, c'était les deux blocs, c'était irréconciliable. Hein. On allait à la guerre, on allait à la Troisième Guerre mondiale. Hein. Donc en 50, 55, 59, c'est très grave. Là, les tensions sont vraiment archi importantes. Donc c'est le fait que ces partis-là en fait aient des contacts avec les étrangers, même si c'est des Burundais à l'intérieur, on va les juger étrangers. La distinction entre l'UPRONA et l'UNARU, elle va se faire de là. Et là, je dois dire que j'ai le droit un petit peu de taper sur les doigts de l'UPRONA, c'est-à-dire qu'au moment où les partis politiques se réunissent, la réunion elle a lieu, je crois, en février ou en mars 1960, il y a une réunion à Gitega des partis politiques. Il y en a déjà à l'époque quelque chose comme 20 partis politiques. Donc vous avez l'UNARU, l'UPRONA qui vient d'être agréé en janvier, 60 hein, seulement, hein, c'est tardif. Vous avez juste après l'UPRONA ou juste le jour d'avant le PDC, Parti démocrate chrétien, des fils de Baranyanka, donc des futurs pendus pour le meurtre de Rwagasore. Vous avez le PDR qui naît aussi là juste au début de janvier, le Parti du peuple, le PP de tout un tas de gens, mais notamment qu'on connaît à cause d'Albert Mauss, le colon belge, qui avait déjà participé à la création de l'APROSOMA au Rwanda et qui essaye de créer le Parti du peuple au Burundi. Donc il y a tout un tas de partis qui se réunissent, et là en fait ils ont très peur de l'UNARU, soyons clairs, ils ont peur de l'UNARU parce que c'est avec l'UPRONA les deux partis qui ont un discours fondamentalement indépendantiste et qui réclament l'indépendance pour le 21 juin 60. On est en janvier 60, ou en février 60. Pourquoi ils veulent tous, UPRONA comme UNARU, et je reviendrai sur ma réunion des partis dans 2 secondes, pourquoi ils veulent tous l'indépendance le 21 juin 60 ? Pour avoir l'indépendance avant le Congo. Parce que vous savez que les Burundais et les Rwandais sont un peu chauvins quand même. C'est-à-dire que le fait que les Congolais puissent être indépendants avant les Rwandais et les Burundais, ça passe pas du tout. Vraiment. Donc vous avez des lettres, que ce soit le UNARU ou l'UPRONA, hein, écrites auprès des en disant mais comment ça se fait? Nous on est des royaumes organisés. Vous nous avez, d'abord on est sous tutelle, nous on n'est pas une colonie, et la tutelle on est censé aller à l'indépendance, c'est écrit dans le contrat. Et en plus nous on était organisés alors que les Congolais c'est tous des espèces de mini-sociétés avec pas de hiérarchie, etc. Et eux ils ont l'indépendance avant nous, parce que le Congo vient d'arracher en janvier 60 son indépendance à la fameuse table ronde belgo-congolaise. Ça a été arraché en 1 semaine, c'est complètement imprévu cette indépendance. Donc, dès qu'il y a cette annonce de l'indépendance pour le 30 juin, les Burundais et les Rwandais, enfin surtout les Burundais, ils disent « Ah non, 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 nous avant ». Parce que nous, on mérite mieux, on était plus organisés. Donc, grande signature conjointe d'un tract UNARU-UPRONA, je ne sais pas si tu l'as vu, qui réclame l'indépendance pour le 21 juin 60. Réunion des partis politiques un peu en urgence, à laquelle sont conviés d'ailleurs l'UNARU, l'UPRONA, mais tous les autres partis. Les autres partis disant mais non, non, ça va pas, l'indépendance dans 5 mois, c'est pas possible, on n'a pas d'élite, on n'a personne pour prendre le relais des Belges. Voilà, tous ceux qui sont contre l'indépendance immédiate développent des arguments qu'on peut juger hein, à tort ou à raison, c'est chacun ses positions. Mais surtout, ils en profitent pendant cette réunion où l'UNARU comme l'UPRONA sont en situation de faiblesse numérique, hein, ils sont que quelques représentants alors que vous avez une masse de partis qui sont pour l'indépendance plus tard. Ils en profitent pour voter une motion interdisant l'activité des partis politiques étrangers au Burundi. Et c'est de là que va naître la marginalisation, si j'ose dire, dans les textes de l'UNARU. L'UNARU se défend bien entendu en disant « bah non, regardez notre comité central, présidé par Ntunbuka Barnabé, c'est pas un étranger. Ensuite, on regarde, alors j'ai oublié mon tableau des... Mais si on regarde dans le comité directeur de l'UNARU, je parle de l'UNARU national, hein, pas des comités locaux, on a sur les 6 membres, on en a 4 qui sont des Burundais au sens colonial du terme, enfin des autochtones reconnus comme tels. Donc ils disent c'est pas possible, vous ne pouvez pas nous interdire.
Mais la Belgique rétorque, la Belgique et les autres rétorquent, bah oui, mais vous avez quand même des étrangers, tant que vous n'aurez pas un vrai comité entièrement composé de Burundais pouvant prouver leur burundité, si j'ose dire, en ayant papa et maman nés sur le sol burundais, vous ne serez pas autorisé à participer au colloque, vous ne serez pas autorisé à participer aux élections, à présenter des candidats, etc. Donc ça, c'est vraiment une mise à l'écart de l'UNARU qui va mettre beaucoup de temps avant de réussir à recoller un comité directeur correspondant aux volontés du pouvoir colonial, etc. C'est comme ça qu'on a quand même, en 1960, aux élections communales, des membres de l'UNARU qui se présentent, parce que entre-temps, l'UNARU a réussi finalement à répondre aux exigences de l'administration coloniale. Néanmoins, les dégâts sont déjà là. C'est-à-dire que l'UPRONA, voyant ça, a une position un petit peu... alors là, après, il faudrait aller fouiller et voir et savoir, et que les vieux acceptent de dire la vraie vérité. C'est-à-dire l'UPRONA a une position un petit peu mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire... Bien entendu, c'est des alliés objectifs, les gens de l'UNARU, parce que objectivement, tout le monde combat pour la même chose, l'indépendance, UNARU comme UPRONA. Donc objectivement, c'est des alliés. Mais objectivement, c'est aussi des sacrés rivaux, parce que tous les Swahili qui ont des finances, et c'est important pour un parti politique, les finances, c'est les commerçants qui ont de l'argent, qui ont des camions pour transporter les choses, etc., ou les gens pour les manifestations. Donc objectivement aussi, c'est des sacrés rivaux de l'UPRONA, l'UNARU. Donc, d'une certaine manière, et l'UPRONA va signer, elle aussi, la demande d'exclusion du parti UNARU en tant que parti étranger. Donc, si vous voulez, il y a le balancement entre l'envie de rester avec les associés, parce que c'était quand même des associés dans les coopératives, mais aussi de ne pas soi-même se faire traiter comme un parti étranger, puisque à l'époque, la Belgique prend prétexte de, dès que vous êtes avec un étranger, enfin, quand on dit étranger, c'est pas être avec un Français ou un Belge, hein, c'est être avec un Congolais ou être avec un originaire du Tanganyika. Donc, dès que vous êtes avec un étranger, en fait, vous êtes soupçonné vous-même de l'être, donc l'UPRONA n'a pas non plus beaucoup de choix. Si l'UPRONA veut être admis en tant que parti vraiment burundais, et il y a des Swahili dans l'UPRONA aussi, ils sont obligés finalement de s'aligner sur le modèle de ce que veulent les autres. Donc là, si j'ose dire, l'UPRONA lâche l'UNARU. Alors après, on peut ajouter l'adjectif qu'on veut, lâchement, l'UNARU, lâche de manière intéressée l'UNARU, enfin bon, après c'est... Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a lâchage de l'UNARU de la part de l'UPRONA. Pas forcément de la part de Rwagasore, qui continue à avoir les anciens militants des coopératives avec qui il maintient de très bonnes relations, mais il y a quand même là une espèce de divorce qui se fait. Et puis Rwagasore étant lui-même en très mauvaise position en 1960, hein, parce qu'il est attaqué de toutes parts, si je veux dire, il a autre chose à faire que de défendre aussi l'UNARU. Alors j'essaye de... Je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais je crois que ça fait trop longtemps. Donc je voulais juste aussi vous parler on est toujours dans ces premiers militants de l'indépendance, mais aussi vous parler, parce que moi je trouve qu'il ne faut pas isoler, et c'est pour ça qu'on avait une petite discussion avec Abdul quand on parlait de tout ça, c'est-à-dire, bon, je comprends qu'en tant que Swahili, les Swahili puissent se sentir isolés et former un groupe à part, puisqu'ils sont mis à part et discriminés. Néanmoins, je pense qu'il faut regarder aussi la période de l'indépendance comme une période où les gens sont ensemble quand même. C'est-à-dire que c'est cloisonné dans la tête des Belges, c'est peut-être cloisonné aussi dans la tête d'un paysan de, je sais pas, de Muramvia qui va rencontrer un Swahili. Oui, ça va être cloisonné parce que le Swahili parle Kiswahili, le Burundais de Muramvia, il parle pas un mot de Kiswahili, donc effectivement ça cloisonne. Mais il faut quand même voir l'ambiance de l'époque, et même d'ailleurs vous le voyez bien, enfin, il y a quand même une espèce de, il y a un mélange des gens, il y a des mobilités, il y a des rencontres qui se font. Donc moi j'aime bien voir les premiers indépendantistes pas comme des gens qui sont tout seuls. C'est pour ça que vous ne me verrez jamais parler de Rwagasore comme le héros, le leader, mais un des leaders, un des héros, parce que je pense
il y en a plusieurs, et qu'en fait les milieux se rejoignent, se recoupent, se rencontrent, divergent, mais après se retrouvent. Parce que mine de rien, les Swahili, on les retrouve encore un petit peu après, un peu plus tard. Il y en a qui accompagnent par exemple Rwagasore quand il va faire une longue mission au Tanganyika, à Dar es Salaam, il est accompagné avec des Swahili aussi, du Burundi. Donc il y a... Enfin voilà, il y a des recoupements, il n'y a pas un divorce général, je veux dire, de l'UNARU et de l'UPRONA et de leurs militants respectifs à partir du moment où l'UNARU est marginalisé. C'est, si vous voulez, un peu comme Et une... peut-être surtout par rapport à la lettre que Rwagasore, par exemple, écrit en Égypte président Gamel Abdel Nasser, Oui. et dans lequel, voilà, c'est les positions en fait, des Swahili du Burundi qu'il défend et il demande des financements oui, à tout partir à de fait. cela. Donc autant moi je trouve qu'il faut essayer de... Parce qu'on a tendance à voir... bon, puis aussi il se trouve qu'on a des mots et que pour s'exprimer, ben, on est obligé un petit peu de définir les choses et que du coup ça compartimente beaucoup de définir. C'est-à-dire si je vous dis Burundais, paysans des collines, commerçants des villes, bon voilà déjà ça compartimente. Donc en fait ça donne pas une bonne idée. Mais moi j'aime bien l'idée, et c'est ce que je vois dans les archives et dans les témoignages. Les gens ne sont pas cloisonnés, enfin c'est décloisonné quand même le Burundi à l'époque. Donc je veux revenir, en fait il y a des mobilités internes au Burundi et je veux revenir pour conclure aux mobilités et à la circulation des symboles, parce que je pense que c'est ça aussi l'indépendantisme, c'est-à-dire c'est des discours qui circulent à travers toute l'Afrique, le monde entier aussi, hein, pour être plus large, mais disons, raisonnons à l'échelle de l'Afrique, et aussi à l'échelle régionale, c'est très important. Alors je voulais justement revenir là-dessus, donc si vous voyez un petit peu, si on étudiait aujourd'hui ce que ça a fait Obama en Afrique. Vous avez vu le nombre de magasins Obama qui se sont créés, photo passeport Obama, alimentation Obama, tous les petits baraques qui sont nés en Afrique, etc. Et ben, essayez d'imaginer la même chose avec la tête de Nyerere et de Lumumba en 1960 au Burundi et au Rwanda. En 1900... donc je vous disais tout à l'heure, dès 1958, on sait qu'il y a des femmes qui viennent avec sous leur pagne des imprimés, mais elles viennent aussi avec des kangas qui sont imprimés, avec des portraits de Nyerere d'ailleurs. Est-ce que... Alors là, non. Alors ceux-là, c'est des kangas, attendez, où est écrit dessus, on ne le voit pas, mais il y a un rapport de la sûreté ici, qui explique en fait la manifestation de ces femmes ici à l'arrivée de la mission de visite de l'ONU en 1960 au Burundi. Et en fait, ce rapport, alors le dit pas complètement, mais il y a un autre rapport de la sûreté qui suit, qui dit ce qu'il y a écrit sur les kangas des femmes. Et en fait, il y a écrit, alors c'est en Kiswahili, mais je ne sais pas le dire, mais ils ont traduit directement en français, il y a écrit ce qu'on voit, la petite phrase habituelle là qu'il y a sur les kangas, « Ne vous pressez pas, ça viendra ». Sous-entendu l'indépendance, bien sûr. Donc ça c'est intéressant. Elle se balade aussi, les douaniers par exemple retrouvent, donc elle se balade avec des petites boîtes d'allumettes, elle et les hommes aussi, avec le portrait de Nyerere. À partir de l'assassinat de Lumumba en janvier 61, c'est Lumumba qui devient l'effigie sur toutes les... mais même aussi au Tanganyika, donc la circulation, petite boîte d'allumettes, calendrier, kanga avec les... Ce serait d'ailleurs intéressant de faire une recherche sur qui imprimait tous ces kangas, parce que ça ne devait pas être facile de les imprimer. Il y a aussi la mode, alors là je vous fais quitter un peu le monde swahili, mais finalement on y revient quand même un petit peu. Il y a la mode des barbiches, vous voyez la tête de Lumumba avec sa petite barbichette. Est-ce que vous avez déjà vu le portrait de Paul Mirerekano? On n'en voit qu'un d'ailleurs, il y en a qu'un qui est connu. Et voilà, et il a lui aussi la petite barbichette, on les appelle les Lumumba, ces gens-là. Et en fait, le monde swahili à l'époque, et beaucoup de Burundais qui veulent afficher leur militance indépendantiste, se laissent passer la petite barbichette Lumumba. Et ça devient une insulte, c'est-à-dire vous rencontrez un militant du Parti démocrate chrétien vous rencontre avec la petite barbe Lumumba, il vous insulte parce que vous êtes un Lumumba, donc un sale diable communiste, indépendantiste. Mais en même temps, c'est un signe de reconnaissance pour tous les indépendantistes.
Donc vous savez, la mode des barbiches, et c'est pas un hasard si Mireille Cano a cette espèce de petite barbiche à l'époque de la photo. C'est vraiment un signe de reconnaissance. Je termine juste pour donc les barbiches, signe de l'indépendantisme, et aussi donc il y a ces histoires d'importance, ça vous intéresse parce que c'est quand même le monde musulman aussi, de l'appel à l'intervention de l'Égypte. En fait, l'Égypte à l'époque, bon, vous savez que je vous fais un tout petit peu d'histoire d'Égypte, mais c'est important quand même, l'Égypte était une royauté, avant qu'en 1953, les militaires renversent la monarchie, proclament la République, et en 1953, d'ailleurs au même moment, est créée la République arabe unie, qui en fait est une réunion de l'Égypte et de la Syrie. Bon, un truc qui ne va pas marcher très longtemps, hein, seulement pendant 2 ans, mais ça s'appelle la République arabe unie, avec à sa tête le fameux Gamal Abdel Nasser. Nasser qui est le grand héros africain du nationalisme africain, du panafricanisme à l'époque, et même avant Nkrumah. Nkrumah, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? C'est et Sékou Touré, ils ont réussi à avoir l'indépendance de leur pays très tôt. Mais Gamal Abdel Nasser, qu'est-ce qu'il a réussi à faire lui en 1956? Il a nationalisé le canal de Suez. Et ça, c'est un événement diplomatique majeur vraiment de l'histoire des années 50. Quand on nationalise, quand un Égyptien comme Nasser nationalise le canal de Suez, il dit à tous les intérêts occidentaux, allez voir ailleurs. Ceci est notre propriété, vous paierez des droits maintenant quand vous voudrez passer. Et donc c'est un événement symbolique, ça a créé d'ailleurs une crise diplomatique importante, hein. Il a failli y avoir la guerre, enfin bon, il y a même eu des échanges militaires. Mais du coup Nasser est devenu vraiment le héros, le symbole de cette résistance aux intérêts impérialistes quoi, et coloniaux. Et la Voix de l'Afrique, enfin Radio Le Caire, a une émission en Kiswahili qui s'appelle La Voix de l'Afrique et qui diffuse dans tous les pays africains, notamment de l'Est, en Kiswahili, donc Tanganyika, Kenya, et ça diffuse jusqu'au Burundi. Et alors le Burundi de 59, il faut l'imaginer un petit peu comme le Burundi d'aujourd'hui, vous avez déjà beaucoup de gens avec leurs petits transistors à l'oreille, ou sinon les gens vont écouter la radio chez des gens. D'ailleurs j'ai plein d'adresses à Buyenzi où on sait les lieux où on va écouter la radio et on va écouter les émissions de la Voix de l'Afrique libre en Kiswahili, où par exemple on parle de Ludovico Mwambutsa en 58 qui est le leader des indépendantistes de Rumongue Nyanzalak. Donc il y a des transmissions de l'information qui se font dans les deux sens, c'est-à-dire la Voix de l'Afrique parle des militants de l'UNARU, parle des militants de l'UPRONA, parle de Ludovico Rwagasore comme du leader